à toutes et à tous et bienvenue pour cette conférence de presse de la série Paolo qui est donc présentée en compétition internationale. On accueille toute l'équipe, donc dans l'ordre Sébastien Marnier qui est le créateur, réalisateur, scénariste, co-scénariste avec Juliette Soubrier. Ensuite dans l'ordre le casting, Jérôme Niel, Marie Aupert, Johan Gazurowski, Guslaji Malanda, Magali Lépine-Blondeau et dans l'ordre encore, Floriane Cortés, d'abord la productrice, et Clémentine Bobin qui est directrice des productions originales HBO Max France. Bienvenue à tous et à toutes. Alors peut-être pour commencer, une question pour vous Sébastien et vous aussi Juliette. Comment est née évidemment cette série Paolo ? Sébastien, je crois que vous adaptez librement l'un de vos romans. Comment vous avez aussi trouvé le ton de cette série qui est assez particulier, notamment parmi les productions françaises ? Alors, bonjour à tous. En fait, on s'est rencontrés avec la productrice et avec qui je travaillais déjà, avec Floriane. On a rencontré du coup toute l'équipe de HBO Max avec l'envie commune de travailler ensemble. Je raconte ça, je pense que j'idéalise un peu la situation, mais quand même dans ma tête c'était on veut travailler avec vous et on se revoit dans 15 jours avec un projet. C'était un peu ça. J'exagère un peu, mais du coup en fait on s'est dit voilà qu'on avait un créneau et qu'il fallait le saisir tout de suite. Et c'est vrai que moi j'avais très envie d'adapter, en tous les cas très librement, ce livre qui était mon premier roman et qui était un peu, je dirais, la matrice de mon travail de cinéaste. Et voilà, et ensuite après, moi j'ai fait déjà un premier document pour les convaincre de ce que pouvait être la série. Et ça semble leur avoir plu. Et ensuite, j'ai rencontré Juliette. Et voilà, une histoire d'amour aimé. et voilà, on a commencé à travailler sur plusieurs documents, et jusqu'à finir effectivement ensemble tous les arches briquées. Et voilà. Et après sur le ton, je sais pas, tu veux parler ? Non, mais le ton existait déjà. Enfin, il y avait déjà tout ton univers qui était posé. Et moi, c'est ce qui me plaisait et j'avais très envie de me faufiler là-dedans, dans cet univers. Après. Le travail ensuite, parce que le genre était déjà très présent, mais le travail qui a été effectué ensuite, c'était d'humaniser tous ces personnages, d'en créer d'autres aussi, parce qu'il y avait toute la constellation autour de Paolo qui n'était pas encore posée. En fait, il y avait vraiment cette envie de genre, et ensuite, il fallait le dépasser et aller creuser là-dedans pour créer des histoires humaines et profondes et qui racontent encore plus que ce que le genre pourrait apporter. Voilà. Peut-être une question pour Floriane et Clémentine. Qu'est-ce que vous avez vu de prometteur dans ce projet ? Comment vous l'avez accompagné ? Tu y vas ou j'y vais ? Non, ce qu'on a vu prometteur avant tout, c'est le cinéma de Sébastien. Parlez bien dans le micro. Je parle dans le micro. Non, c'est le cinéma de Sébastien, évidemment, pour lequel on avait, je pense, et HBO et moi, un vrai appétit et une envie de le pousser à pouvoir décliner son univers sur, on va dire, 7 heures de film. Et je pense qu'en effet, c'est une envie commune. Pour le coup, on s'est parlé très très vite de construire quelque chose qui lui ressemble au maximum et de lui offrir la possibilité de déployer son cinéma dans une économie de production qui est différente. Mais je pense que le pari est réussi. Enfin, en tout cas, pour nous. Oui, et je compléterais aussi, parce que c'est vrai que la façon dont on le raconte, c'est une success story, ce côté tu as 15 jours pour prendre un projet et puis on va y aller. Et en fait, on n'y serait pas allé si ça n'avait pas été bien quand même, et c'est quelque chose qu'il faut rappeler. Et c'est pas rien, parce que surtout hier, quand on en a parlé dans la salle qui est pleine de producteurs, et ça parle beaucoup à l'industrie, c'est que c'est rare de faire venir des talents, même avec des univers qui sont extrêmement forts et extrêmement clairs, et très alignés avec ce qu'on essaie de faire en série, mais qui n'ont pas fait de série, à cette forme-là. C'est très difficile, même des gens qui font des films ou, dans le cas de Sébastien, des films et des livres qui sont précis dans ce qu'ils racontent, dans leur maîtrise du genre, de passer avec autant de force et de qualité à cette forme longue, avec un muscle extrêmement clair, avec des choses à raconter, mais aussi des jambes, et pour le tenir sur cet épisode, etc. C'est très dur. Évidemment, c'est tout au crédit de Floriane, la productrice, de Juliette, d'avoir accompagné Sébastien, mais aussi au crédit de Sébastien, parce qu'il y a quand même peu de gens
qui arrivent à faire ce pas. Donc c'est à souligner aussi que quand ils sont revenus et quand on a commencé à travailler, ce qui était au départ un pari et une envie, c'est devenu un projet parce qu'ils ont réussi à faire ce pas-là, faire les histoires longues. On va passer aux questions de la salle. Bonjour, Julie Vincent pour Lupin en série. Moi j'avais une question pour Magali. J'ai l'impression que c'est votre première série française, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est pas le premier projet que j'ai tourné en France, mais c'est ma première série française, ouais. Et je voulais avoir votre retour d'expérience sur cette série. Mon retour d'expérience, cette série c'était un rêve, mais c'est pas parce qu'elle est française, c'est parce qu'elle était menée de main de maître par Sébastien, qui a la qualité absolument extraordinaire et rare de fédérer les gens autour de lui et de convoquer vraiment leur appartenance en fait au projet. Donc moi je trouve que ça se sentait même hier, le bonheur absolu qu'on avait de tous se retrouver et la chance et le privilège et la fierté qu'on a de s'inscrire dans son univers. C'est aussi une chance rare de participer à une série dont on sent vraiment la patte, la signature du réalisateur ou de la réalisatrice. Cette série, elle aurait pu être réalisée par personne d'autre et son univers est tellement typé et cohérent et intelligent et chaque plan raconte la profondeur de l'ensemble en fait de la série. Donc c'est pas parce qu'elle était française, mais simplement parce que c'était celle-ci. Par contre, les horaires sont beaucoup plus cléments. J'adore. Oui, bonjour, Nicolas Dufour, Le Temps Suisse. Alors moi, je reviens juste un tout petit peu à l'origine. Vous disiez hier en public que votre goût pour le cinéma de genre, et je crois qu'en 13 secondes de votre scène d'ouverture, on a bien compris votre goût pour le cinéma de genre. C'est quand même peut-être aussi une question du côté de Clémentine. Peut-être que quand on vous transmet ça, vous allez vous réfugier dans un salon de thé, vous dites non, on ne va pas y aller. Mais d'abord, alors on regarde tout ça, on est fasciné, puis ensuite on se demande quel genre. Moi, c'est toute la question qui m'anime en fait. Et là, c'était aussi justement cette possibilité, justement, comme disait Floriane Cortès, la productrice, de déployer aussi sur 6h40, effectivement, d'histoire, en fait, quoi. Que chaque épisode, peut-être, va visiter aussi un peu des genres différents. Et c'est vrai que j'en parlais un peu hier, mais pour moi, c'était une sorte d'utopie, cette série aussi, à la fois avec le casting dont je parlais, voilà, qui vient convoquer tellement d'univers de cinéma et d'univers tout court, de toute façon, que j'admire beaucoup. Mais c'était aussi, je crois que la série... toutes les séquences, tous les épisodes, de toute façon, avant tout, je crois que c'est des hommages à ma cinéphilie aussi, et comment je me balade en fait comment je redigère ça, en fait, tout ce qui a fait mon envie d'être cinéaste. Donc je crois effectivement qu'il y a dans l'épisode 2 d'aller du côté du buddy movie et puis après de bifurquer vers une scène qu'on m'a autorisée de 10 minutes de discussion politique à une terrasse, et c'est vrai que je mesure la chance que j'ai eue de faire ça. Et après, effectivement, je trouve que, en fait, moi, toute ma mise en scène dans tous mes films, mais là aussi, sur cette série, c'est vraiment un découpage, et de ça qui est du découpage de films d'horreur. Mais, en fait, évidemment, ce qu'on filme, c'est pas complètement ça, mais c'est ce qui donne tout de suite, avec le choix de notre objectif, la manière dont on a mis en scène cette série, tout de suite qui décale de toute façon, et qui, d'un seul coup, dès le premier plan, de toute façon, on est dans un univers bizarre et décalé, en tous les cas, qui sera jamais naturaliste, pourtant qui doit raconter quand même le monde et la France, telle que moi, en tous les cas, je la vois et telle que je la ressens. Et puis, évidemment, comme disait Juliette, comment on a donné de la vie à tous ces personnages qui se déploient, avec des personnages, pour l'instant, qui restent dans les 2 premiers, plutôt en retrait, et qui vont prendre énormément de place au fur et à mesure de la série, de la saison. Mais je crois que c'est une balade dans les genres, et puis je crois que c'est une balade, en vrai, dans ma tête. Et en tous les cas, d'essayer de créer des images fortes et en même temps d'y ajouter quand même quelque chose de politique un peu partout en fait. Voilà. Et on pensait même d'ailleurs à des scènes de comédie musicale à un moment donné. Et en même temps, du coup, vous verrez après, il y a aussi des scènes de chant, il y a plein de choses et tout ça. Donc comment on se balade? Le cinéma naturaliste m'a toujours fait peur, il m'a toujours un peu ennuyé. Et les genres, que ce soit la comédie
la comédie tout court, mais la comédie romantique, la comédie musicale, et tout ça, c'est toujours, je trouve que dès qu'on y amène une patte politique, d'un seul coup, c'est intéressant. Bonjour, David Delport de Planète Lille. Une question pour Jérôme. Je voulais savoir comment vous avez appréhendé ce personnage qui est tellement intense, tellement habité, capable de vriller, de partir en... Bonjour. Bonjour. Le plus simplement du monde, en lisant et relisant et relisant et relisant 1000 fois le script, en discutant aussi avec Sébastien du personnage, pas trop non plus, parce qu'il voulait que je reste plus ou moins vierge de ce que j'avais déjà donné au casting. Donc à un moment, parce que j'ai aussi travaillé aussi avec un coach, pareil, où on parlait aussi du personnage, de la série. Et il fallait trouver ce juste milieu entre travail et sincérité, enfin un truc que j'ai eu pile au moment où j'ai passé les castings, et il a dit « Ah, c'est lui, c'est toi ». Donc il m'a dit « Fais à peu près ça tout le temps pendant 4 mois ». J'ai dit « Ah ouais, mais tu penses pas que... » Non, mais attends, juste ça, comme ça, fais exactement ça. Donc voilà, j'étais surtout très accompagné et très en confiance, et aussi avec mes camarades comédiennes et comédiens qui m'ont vraiment porté sur les épaules et dont j'ai beaucoup d'admiration. Et du coup, il fallait que je me dise « Attends, il faut que je sois au niveau, c'est la Champions League et tout, donc là, il faut pas se louper. Ils sont tous trop forts, donc j'avais beaucoup d'admiration. Et du coup, il fallait que je me mette chaque jour à niveau. Voilà. Pour rebondir un peu par rapport à la façon... Ah, je répondrai qu'à une question, je suis désolé. Non, moi je voulais savoir peut-être psychologiquement comment vous avez vécu ce rôle, et surtout comment vous avez vécu cette scène dans la voiture. C'est dans la voiture. C'est loin d'être la pire. Non, moi j'aime énormément les films de genre aussi, j'en regarde depuis mes 3 ans, c'est cool les darons et tout, mais j'en regarde depuis très très jeune, donc j'adore ce type de cinéma, le cinéma de Sébastien aussi, et donc du coup j'étais très très honoré de faire partie de cette aventure. Bien évidemment, le syndrome de l'imposteur au début, je me dis mais moi je fais des blagues à la base et tout, est-ce que je suis au niveau, donc toujours cette histoire et tout simplement, on en a parlé avec ma psy, c'était dingue. Et du coup après je sais plus c'était quoi la dernière question. Et psychologiquement que ça va, tu vois, au top. Non, mais et moi, c'est pareil. Depuis que je suis petit, je joue ces scènes-là dans mon jardin ou dans ma chambre. Enfin, pas des scènes de meurtre, mais t'as capté, quoi. Des trucs assez viscéraux. Donc, j'attendais que ça, de pouvoir tuer quelqu'un à l'écran. Moi, je rebondis là-dessus. En fait, moi, c'est toujours quelque chose aussi sur le choix de Jérôme, un peu comme j'avais eu aussi sur les différents acteurs avec qui j'avais travaillé avant, et notamment avec Marina Foïs sur mon premier film. Je trouve qu'il y a des choses qui sont très similaires, c'est-à-dire aussi sur Jérôme, moi, ce qui m'intéressait dans tout ce qu'il avait pu faire aussi à côté du cinéma et de ses pastilles, de ses sketchs et tout ça. Je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui a un humour extrêmement précis, en même temps extrêmement malaisant. C'est vraiment pour moi, comme Marina à l'époque, un humour très dangereux. Et je trouvais que ça amenait à la fois cette, comme on disait hier, aussi cette grande douceur que tu as aussi dans la vie, et à la fois quelque chose, tout de suite, ce qu'il y a eu en casse, d'un seul coup, où on se disait, on va pouvoir, parce que c'était tout le challenge aussi de cette série, et comment on va pouvoir aimer quand même le plus possible jusqu'au bout ce personnage, et à la fois, voilà, d'avoir quelque chose qui est tendu comme un arc tout le temps, et qui est ce que commente le personnage de Salif Cissé dans l'épisode, dans le pilote. Voilà, un personnage qui ne fait rien, mais dont on sait qu'il va pouvoir exploser à n'importe quel moment. Bah ouais. Fou, hein. Ouais. T'as fait mieux que ça, quand même. Ouais. Bonjour, ma question est pour Sébastien Marnier. Déjà, dans un premier temps, je voulais juste dire, vous avez quand même le nom de ciné-club que je préfère au monde, Marniétoscope, ça me fait toujours rire de temps en temps. Mais ma question, c'est sur la logique de l'adaptation, en fait, de votre roman, et le fait que vos œuvres, vos films sont très ancrés dans leur décor. Le roman se passe dans la région lyonnaise. Là, vous le délocalisez donc dans les coteaux champenois, autour de Reims, Épernay, où était pour créer cette ville fictive de Roissin. Et je voulais savoir si justement cette idée d'arracher le personnage
par les contraintes de la production au lieu du roman. Ça vous a aussi aidé à peut-être l'envisager sous un jour différent par rapport au roman d'origine? Alors en fait, il y a eu une petite méprise en fait, c'est-à-dire que le roman est tiré de la série est tirée de mon premier roman en fait, qui s'appelle Mimi. Donc c'est pas une vie de petit four. Et en fait, donc du coup, Mimi par contre se passe là où moi j'ai grandi, du coup à La Courneuve. Donc c'était pas du tout la région lyonnaise. Moi, je viens de la cité des 4000. Et c'est vrai que en fait, dans ces questions de faire une adaptation audiovisuelle de ce livre, en fait, ça faisait longtemps que j'en avais envie. Mais pour moi, il n'était pas du tout envisageable, psychologiquement, en tous les cas, de tourner là-bas, pour des raisons de façon aussi pas forcément évidentes, de toute façon de production. Et donc, du coup, on a décidé ensemble, parce que, en fait, vraiment, la géographie, la localisation de ce tournage, c'est défini par rapport à un décor qu'on découvre déjà assez vite dans le pilote, c'est-à-dire ce circuit automobile abandonné. En fait, du coup, qui est entre Reims et une ville qui s'appelle Gueux, où là, moi, j'ai passé tous mes étés, en fait, pendant une quinzaine d'années. Et du coup, c'est vraiment, on a localisé ça, et du coup, de trouver des décors qui étaient un peu ma vie à moi, et du coup c'était évidemment très émouvant, mais du coup en fait à partir du moment où on a décidé de tourner là, tout s'est inscrit autour. Au début on voulait tourner dans cette ville qui s'appelle Gueux, et quand même qui a un nom génial pour la série, et puis finalement on s'est dit en fait la ville qui existe vraiment est trop petite, donc on a effectivement inventé une ville qui ressemblerait un peu à Épernay en fait, et d'ailleurs on a tourné beaucoup là-bas, parce qu'on voulait effectivement un ancrage extrêmement riche et tout ça. Mais moi-même, à Gueux, en fait, dans mon enfance et tout ça, c'était vraiment une ville où il y avait... et donc là où j'étais, mon oncle tenait le 8-8 en vrai. Mais du coup, c'était une ville quand même très bourgeoise, où il y avait un golf, où il y avait même PPDA qui vivait caché dans l'ombre. Et du coup, il y avait plein de fantasmes là-dessus. Et donc, ce circuit automobile, c'est effectivement là où moi, je jouais quand j'étais petit, ou quand j'étais ado, j'étais plus... dépressif et que je me perdais dans ces décors-là. Mais ouais, du coup, c'était hyper fort et hyper émouvant d'emmener tous nos acteurs dans ces lieux, quoi. Donc, en fait, c'est vrai que c'était... Mais sur le premier roman, pour répondre à cette question, vraiment, en fait, c'est presque une architecture qu'on a gardée du livre, qui nous a servi effectivement aussi d'un seul coup de base, enfin, très vite de base, et surtout aussi, avec Juliette, ce qui nous a beaucoup aidé quand même, c'était de savoir exactement où on allait. C'est-à-dire, on savait la fin, on savait ce qu'on veut faire dans les saisons prochaines. Mais en tous les cas, on savait comment on pouvait finir cette saison-là, un peu grâce au livre quand même aussi. Donc, mais c'est quand même, voilà, c'est plutôt une impulsion qu'une vraie adaptation. Si je peux juste ajouter, moi j'ai pas eu le droit de lire le livre, et je l'ai toujours pas lu. Et j'avais interdiction de le lire. Donc moi aussi. Ouais, ben voilà. Donc est-ce que peut-être à la fin de la saison 2 ou 3, j'aurai le droit de le lire? On va voir du coup s'il le réédite. Tu sais. J'avais une question pour Johan et Marie. Je suis à votre gauche. Je sais, c'est perturbant. Bonjour. Johan et Marie, vous êtes tous les deux à la Comédie Française. Comment vous vous êtes approprié le costume de l'homme politique et celui de la stagiaire, qui est peut-être un peu moins strict, et justement par rapport à votre expérience sur les planches, qu'est-ce que vous avez réinvesti de cette expérience-là dans le tournage d'une série, et qu'est-ce qui vous a peut-être le plus surpris dans les différents modes de fonctionnement par rapport à ce dont vous avez beaucoup plus l'habitude? Je crois que ce qu'il y avait de similaire dans cette aventure, c'est une des premières choses dont m'a parlé Sébastien quand on s'est rencontrés, c'était qu'il avait vraiment le désir de créer une troupe d'acteurs, et ce dont parlait Magali aussi, d'avoir ce groupe-là qu'on retrouvait. Alors quelquefois on était séparés dans les différents univers et différents décors, mais il y avait quand même une force de groupe qui était qui nous portait tous les jours, mais aussi au niveau de l'équipe technique, ça a été vraiment des rencontres incroyables. Moi, ça m'a énormément intéressée aussi de découvrir tout le travail qui se faisait en lumière, en machinerie, qui est assez différent des métiers au théâtre qui pourraient être le parallèle, quoi, le pendant
Donc ça, c'était vraiment génial de découvrir tout ça. Et ce que j'adorais aussi, c'était de retourner, parce qu'on jouait aussi en même temps, donc on avait pas mal d'allers-retours entre la Comédie Française et le tournage, et de retourner à chaque fois dans la région et dans cette ville fictive de Roissons. Je trouvais que ça nous mettait tout de suite dans un autre monde, et de retrouver ces personnages à chaque fois qu'on pouvait faire évoluer au fur et à mesure. C'était un grand bonheur. Oui, je partage totalement ce que raconte Marie sur les allers-retours entre le théâtre et... mais même si dans le cinéma de Sébastien, il y a une certaine forme de théâtralité, ou en tout cas dans les tempos, dans les rythmiques de série, en tout cas dans celle-ci, qui suit le rythme d'une élection municipale, il y a quelque chose de théâtral aussi dans le découpage, dans la dramaturgie, qui peut ressembler à certaines pièces de Shakespeare, par exemple. Mais la comparaison s'arrête là. En tout cas, par rapport au personnage de Théophane, l'homme politique, pour moi, l'amusement total, ça a été de me reclure chez moi et d'essayer d'aller capter comme ça dans le paysage politique actuel et disons des années 80 des figures, des postures, des gestes, une certaine manière de s'exprimer. Et ça a été vraiment ce qui m'a beaucoup plu pour rentrer dans la série, mais en fait là encore le personnage ne s'arrête pas là, et ça raconte encore l'épaisseur du travail de Juliette et Sébastien sur le scénario, c'est-à-dire que Théophane est un homme politique certes, avec un corps, mais ce qui m'a plu, c'est qu'on se demande si entre la conviction et la vocation, tout est clair dans sa tête, et puis il a affaire à cet homme, à Paolo, qui rêve un petit peu de sa vie d'après. Et Théophane, on va peut-être découvrir dans les épisodes suivants que lui, il rêve plutôt de sa vie d'avant. Bon, on dit rien, mais c'est ce paradoxe-là, cette collision-là qui m'a plu. Donc voilà. Si je peux me permettre, parce que vous avez parlé du casting, je m'émerveillais un peu de ça hier, parce que la série parle de disparité sociale et de ces gens qui coexistent dans un même espace sans totalement cohabiter. Et puis je trouve que le casting que Sébastien a créé est un peu à l'image de ça, c'est-à-dire qu'on est né artistiquement dans des univers très différents, et je trouve que le casting en soi représente aussi l'éventail de ce que Sébastien cherche à raconter à travers son écriture. Ça ferait une belle coup de Télérama. Wink, wink. Moi, c'est vrai qu'après, vous découvrez... Je plaisante. C'est vrai qu'on a eu une journée particulière, je m'en rappelle, où vraiment je me suis dit, là, j'ai réussi le truc dont je rêve, c'est-à-dire qu'il y avait la même journée, la Comédie Française qui était là, Jérôme, Françoise Lebrun, Philippe Catherine et des acteurs porno. Et franchement, c'est vrai. Et ça, c'était merveilleux. Moi, je voulais savoir comment vous avez construit la relation Théophane et Paolo, parce qu'il y a une certaine ambiguïté, et vous jouez beaucoup dessus. Là, on a vu 2 épisodes, on est intrigués. Je voulais savoir au niveau des acteurs comment vous avez joué sur ça, et aussi au niveau de l'écriture et de la réalisation. De toute façon, après, voilà, c'est une série chorale où il se passe beaucoup de choses et tout ça. Après, il n'empêche que c'est quand même cette relation de ces 2 personnages qui est centrale. Et justement, de l'arrivée de Paolo dans cette ville, dans cette campagne, voilà, dans la vie de ces gens qui va effectivement sûrement faire exploser beaucoup de choses. Après, c'est la question, surtout dans les 2 premiers, de toute façon, de comment fabriquer la fascination. Et on sait beaucoup, enfin moi j'avais vraiment en tête une scène de film avec Nicole Kidman, Birth, en fait, la scène du film de Jonathan Glazer où il a filmé pendant 5 minutes comme ça, regarder un opéra, et je disais, je vais te filmer comme Nicole Kidman, et il était d'accord. Et voilà, c'était surtout dans comment par la... Enfin, après, évidemment, ça on ne peut pas trop vous raconter, mais sur l'évolution de leur relation, mais c'était comment, nous, ce qui nous intéressait aussi après, c'était comment toute la DA et toute la mise en scène, en fait, quoi, et à la fois aussi le travail sonore, allait commencer à mettre en place cette fascination, et comment elle arrive
petit à petit à rentrer dans la vie de ces gens, en fait, parce qu'il s'agit aussi de la vie de ce couple de toute façon, quoi. Et comment gérer la vie de son couple alors qu'il est en train de préparer son mariage avec le personnage de Winnie. Donc après, ça c'est difficile d'en parler sans trop spoiler de trucs parce qu'il y a encore 5 épisodes où il se passe pas mal de choses. Mais il devait y avoir de toute façon, et c'est ce qui s'est passé au casting dès qu'on a fait les duos, cette évidence pour nous, en fait, quoi. Il y avait une alchimie tout de suite, ça on ne sait pas l'expliquer. Juste si je peux rajouter quelque chose, c'est dans le travail d'écriture, le fondamental du travail et ce qui t'animait aussi, c'était l'histoire d'amitié. Ouais. C'était vraiment comment raconter une histoire d'amitié entre deux types qui viennent de mondes complètement opposés. Et l'amitié, ça fait aussi partie de ce qui se raconte dans la série. Il n'y a pas que ça, évidemment, mais c'était aussi une colonne vertébrale. Et comment les rapprocher, sur quelle thématique est-ce qu'ils vont se rejoindre, quel dialogue est-ce qu'ils peuvent avoir tous les deux. Et ça, c'était aussi quelque chose de très important à l'écriture. Et peut-être du point de vue de la chaîne, je mets d'immenses pincettes en disant ça, parce que c'est un peu une préhistoire du projet, et le projet est arrivé après, c'est vraiment Sébastien qui se l'est approprié. Mais il y avait une sorte de fantasme autour de la figure c'est pas une adaptation du tout de cette histoire-là, mais du talentueux Mr. Ripley, qui est un tout petit peu dans Saltburn, à côté de Théorème, etc., de se dire qu'il y a un binôme entre, finalement, comme dit Juliette, avec une histoire d'amitié, mais un binôme qui est trouble, entre deux hommes de classes sociales différentes, avec une dynamique qui est une sorte de terrain de jeu qui est très vaste entre eux. Est-ce qu'il veut l'aider? Est-ce qu'il veut se rapprocher de lui? Est-ce qu'il veut éventuellement le remplacer? Est-ce qu'il veut le détruire? Qu'il y ait quelque chose qui soit très vivant, dès le départ, dans la dynamique entre ces deux hommes, avec, encore une fois, je parle de terrain de jeu, parce que c'est ce qu'ensuite Juliette et Sébastien ont investi, mais il y avait quelque chose de cet ordre-là, dans cette envie de parler de choses profondes, avec des histoires et des dynamiques entre des personnages qui sont très claires et très vivantes. On a... allez-y. Non, mais pour vous répondre plus concrètement sur le jeu, après, c'est sûr qu'avec Jérôme, on s'est rencontrés en casting, et tout de suite, moi j'ai senti une alchimie, on se comprenait, quoi. Rythmiquement, même sur les vannes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vannes dans cette série, mais en fait, on a déjà compris qu'on avait à peu près le même humour et tout ça. Donc ça a créé une espèce de connivence d'emblée. Et après, sur le tournage, j'ai l'impression qu'on était rattrapé par une certaine humilité, et pour toi, je parle pour toi, et pour moi en tout cas, qu'on nous propose ces rôles aussi denses, qu'on nous fasse confiance. Ça nous a tous les deux mis dans un endroit très humble, très égal, et donc on a pu développer cette admiration paradoxale qu'entretiennent nos personnages, de manière très sereine, très ludique aussi. Voilà, donc c'était 4 mois vraiment de jeu, vraiment super, quoi, vraiment formidable. Juste pour terminer, on a beaucoup parlé donc de ce couple principal, mais vos personnages sont eux-mêmes en couple. Magali et Gus Laju, vous êtes les femmes d'eux, et beaucoup plus que ça. Merci. Dans la série. Et justement, je voulais savoir ce qui vous avait intéressé dans ces rôles-là, qui sont bien... Alors, on n'a vu que 2 épisodes, mais déjà dans 2 épisodes, bien plus que des rôles de faire-valoir. Je voulais que Gus Laju commence, mais elle a trop froid, donc je vais commencer, mais moi aussi je suis congelée, pardon. Ce qui m'intéressait, c'est la progression que les spectateurs pourront constater du personnage. Évidemment, les 2 personnages principaux sont des hommes, mais les femmes ne sont pas du tout au service de ces personnages masculins. Ils se déploient au fil des 7 épisodes. C'est une série qui est absolument pas manichéenne, c'est-à-dire que la plupart des personnages principaux sont doubles, et à commencer par celui de Jérôme, je pense qu'il tout de suite nous place dans un inconfort parce qu'on connaît le plus terrible du personnage d'emblée, et rapidement on s'y attache. Et on va vivre ça avec plusieurs personnages, pas de la même manière évidemment, parce que chez Paolo c'est un peu extrême. Et puis, je ne sais pas comment parler de mon personnage sans divulgacher.
C'est une expression qui vient du Québec. Mais par contre, je peux dire que comme spectatrice, j'adore la relation entre Paolo et Winnie. Je trouve que c'est très particulier de rencontrer un personnage dans un moment aussi terrifiant et malsain, et après de se rendre compte qu'il est capable d'un amour aussi sain, et que le personnage de Winnie participe beaucoup à l'adhésion qu'on a au personnage de Paolo, en raison de l'affection qu'elle lui porte et qui est totalement réciproque, et qu'on devine que Paolo est un personnage qui peut être manipulateur, mais leur relation ne tient absolument pas à ça. Donc j'aime beaucoup cette relation pour tout ce qu'elle insuffle aussi au personnage de Paolo, et qui continue à l'habiter même sans la présence magnétique de Gus Lagi. À toi. Je vous présente ma nouvelle agent. Alors, je sais pas. Ah oui, c'est ça la question. Moi, ce qui m'a intéressée tout de suite dans le personnage de Winnie, dans le couple qu'elle forme avec Paolo, mais aussi dans la relation qu'elle a avec son frère, c'est que c'est une personne pure, mais au sens, c'est-à-dire sincère, quoi. Et sincère voilà, elle a une vie, elle est vendeuse de glace, son homme est déménageur de piano dans cette ville, dans cette banlieue champenoise, et je trouvais qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de ce couple qui se jouait chez des milliers de Français et Françaises, qui je pense se reconnaîtront aussi dans préparer un mariage où on n'a pas vraiment d'argent pour le faire, donc on fait beaucoup de choses soi-même, chercher une salle, mais on n'a pas vraiment les moyens. Et c'est vrai que toutes ces scènes, quand elle rentre et qu'elle dit on dirait Versailles, toutes ces choses-là que j'ai trouvées tellement justes, belles, importantes en fait. Importantes, il y a tellement de fiction où ces personnes-là mais sont soit caricaturées, soit elles n'existent pas, comme si ça pouvait pas être beau et banal en même temps, comme si ça pouvait pas être juste la vie. Et je trouvais que c'était un couple qui racontait quelque chose de la vie, de la vie de plein de gens. Et je trouve ça super. Et autre chose, c'est qu'elle prépare un mariage. Et moi, je suis vraiment, mais j'ai jamais rêvé de me marier. Et je trouvais ça extraordinaire de passer des jours entiers de tournage à rêver de me marier. Je trouvais ça génial. Et puis d'autres trucs que je peux pas trop révéler, mais voilà, le genre aussi. Et puis ma rencontre avec Sébastien. Donc non, j'étais ravie. Mais je peux rien dire d'autre. Oh, pardon. Mais dans le cas des deux personnages masculins qui sont très forts, il reste qu'ils sont très chambranlants sans le socle de leur femme. Ouais, chambranlants. Ils sont des petites feuilles au vent. Oui, on s'aperçoit très vite que Théophane ne retient pas les prénoms, par exemple. Par exemple. Non, mais si c'est lui qui est à l'avant-plan de cette course, si c'est lui qui se présente comme maire, c'est elle la tête pensante derrière sa campagne. Oui, c'est ce qu'on raconte assez vite d'ailleurs dans l'épisode 1. On comprend que la dynamique du couple est essentiellement générée par Géraldine. On a le temps pour une dernière question. Je voudrais Fournier du Monde, juste pour en revenir à un truc beaucoup plus sérieux. On est beaucoup à avoir découvert la série après une élection municipale. Les élections deviennent des choses un peu traumatisantes quand même à chaque fois. Qu'est-ce que la série dit ? C'est une question pour les auteurs évidemment, mais aussi pour les interprètes, je pense peut-être pour Jérôme et Johan. Qu'est-ce que la série aussi, elle dit du rapport de séduction entre politiciens et électeurs ? Donc on l'a dit de façon impressionniste, mais est-ce que vous avez une ligne forte là-dessus ? C'est vrai que la collision de projeter la série hier était quand même assez étonnante, quoi, après la séquence qu'on vient de vivre. C'est quelque chose, c'est une des thématiques essentielles de la série, évidemment. Et quand Johan parlait aussi de jeu, en fait, et je trouvais ça très intéressant, c'est quelque chose qu'on a beaucoup utilisé, le fait aussi d'être un acteur de texte classique, comme Johan l'a fait beaucoup avant, en fait, d'être en représentation comme ça, en séduction. En fait, ça, c'était comment on va créer effectivement la fascination et comment, avec justement son épouse Géraldine, comment ils ont mis ça
en place, comment il y a du storytelling et tout ça. Et à la fois, moi, ce qui m'importait surtout, pour l'avoir vécu à mon échelle avec mes parents et tout ça qui étaient dans la politique, c'était aussi quand même d'être, même si c'est évidemment pas le sujet de la série, mais d'avoir cette arène qui est extrêmement précise de qu'est-ce que c'est une petite campagne électorale, en fait, municipale. Et c'est-à-dire vraiment que ça, du coup, les porte-à-porte, les tractages, les boîtages et tout ça. Et ça, pour l'avoir vécu vraiment de longues années de ma vie, c'était un truc que j'avais vraiment envie de filmer. Et comment c'est un travail de fourmi, ce que fait le personnage de Laurence, de mettre justement les petits drapeaux sur chaque personne qui va voter, pas voter, tout ça. C'est un travail tellement de fourmi. Et à la fois, voilà, est-ce que les gens sont si sincères que ça? C'est aussi quelque chose qu'on va découvrir dans la série, quoi. Mais en tous les cas, je peux rien dire là-dessus. Parce que mais c'est ce qu'on va découvrir aussi, effectivement, sur la sincérité ou l'insincérité des personnages sur ça. Mais en termes de mise en scène, je pense que ça, c'est vraiment l'objet central de la série, de toute façon, quoi. Il y a une scène dans le deuxième épisode, donc, que vous avez peut-être vu, qui se passe dans un kebab, et où précisément c'est le moment où Paolo contribue à déconstruire un petit peu l'image de l'homme politique que Théophane construit avec Géraldine. Et cette scène, elle m'a marqué déjà à la lecture. Quand on l'a tournée, c'était aussi un moment très important du tournage. Et important parce que je crois que ça raconte exactement ce que vous nommez de séduction et du besoin, en fait, des politiques de se rapprocher des gens en pensant que les gens ne vont pas voir que c'est faux. Et donc ça, c'est effectivement la séquence des municipales de 2026 est extrêmement illustre ça sur ce mal contemporain, le mal du siècle de la communication plutôt que de la discussion, du dialogue. Et pour le personnage de Théophane, c'était aussi ça qui était intéressant. Dans ce qui est développé dans beaucoup de scènes, c'est qu'il sent le vertige, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la manière de faire. Pour avoir rencontré notamment des directeurs de cabinet, des gens qui tournent autour de la politique pour préparer le rôle, je me suis rendu compte à quel point il y avait un rapport à la population qui était très en maîtrise et pas du tout spontané. Donc la question que pose la série aussi, c'est la question de la spontanéité, de la sincérité. C'est un mot qu'on a beaucoup dit, mais vous avez raison, on va voir comment ça évolue dans cette série sur la déconstruction de cette communication qui pollue toute forme de dialogue social et politique. Et ce qui était très important, justement, c'est ce que vous avez commencé à voir hier, c'était paradoxalement comment le personnage de Paolo, aussi fou soit-il, sera la personne qui va reconnecter au réel ce personnage-là. Merci beaucoup.